France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission du Grand Forum jusque 18h30 avec tout à l'heure en dernière partie de sport nous parlerons, ça tombe bien, il y a une soirée de Ligue des Champions qui se profile à l'horizon, de la télé avec les programmes, tout ça avec Jérémy, et puis sans oublier l'éphéméride, les événements marquants de ce 22 novembre puisque nous sommes le 22 novembre, ça tombe bien aussi. Avec nous pour nous accompagner, c'est Jamel Larmery. Bonjour Jamel. Bonjour Christophe. Comment tu vas? Très bien. Eh ben, écoute, ravi de te revoir. On avait fait écho de cette soirée du côté de Mitri Mori qui s'est fort bien passé visiblement. Oui, très bien. Couronné de succès. Très bien, ouais, formidable. Succès, donc Je te propose, mon cher Jamel, de te représenter auprès de nos auditeurs parce que tu es. Voilà, je suis vraiment très fier de t'avoir dans la team du Grand Forum. C'est gentil à toi. Très Alors, Jamel Larmery, qui est-il? Alors, jamais. Je sais que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, effectivement. Je pensais que tu allais le faire spontanément. Voilà, je suis chercheur en histoire de l'islam contemporain à l'université de Strasbourg et je suis président de l'AFPI, l'Académie française de la pensée islamique. Voilà, hein, s'il vous plaît, excusez du peu. Jusque 18h, il nous accompagne sur France Maghreb 2 et avec Jamel, nous allons parler, et avec vous aussi, de Alep en Syrie, symbole de l'impuissance, et peu de le dire, de la communauté internationale, puisque les bombardements russes et l'offensive du régime se poursuivent tambour battant pour reprendre la ville aux rebelles. Assiégeant des dizaines de milliers de civils, l'ONU ne peut que constater son incapacité à agir. En France, nous allons parler évidemment de cette campagne où là, tous les coups sont permis. À 5 jours du second tour de la primaire de la droite, François Fillon et Alain Juppé se lâchent. Nous verrons cela donc tout à l'heure, bien sûr. Et puis nous recevrons à 17h monsieur l'ambassadeur du Sultanat d'Oman que nous allons découvrir, puisque le Sultanat d'Oman fêtait sa fête nationale, c'était le 18 novembre dernier, donc vendredi dernier. Faire connaissance un petit peu avec ce petit pays, ma foi, un peu méconnu. Mais pour l'heure, et comme d'habitude, mon cher Jamel, on commence par le fameux zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur Internet. On commence par le soutien incontestable à Alain Juppé. C'était Jean-Pierre Raffarin hier matin sur BFM TV et RMC au micro de Jean-Jacques Bourdin. Il fait part en effet des attaques nombreuses à l'encontre de Alain Juppé. Alain Juppé a été dans toute cette campagne extraordinairement attaqué. Il y a eu des attaques qui étaient des attaques souterraines extrêmement graves, très désagréables. On l'a accusé de complicité avec les musulmans, qu'il construisait une grande mosquée à Bordeaux. Tout ça était faux. Nathalie Kosciusko-Morizet, arrivée 4e de cette primaire, a reproché à France 2 de ne pas l'avoir fait passer dans l'émission politique sur France 2, lui préférant Bruno Le Maire. Bruno Le Maire arrivé derrière NKM, c'est ce qu'elle a reproché donc ce matin, profitant de son passage sur France Info TV. Et vous vouliez la faire comme l'émission de France 2, entretien politique, juste après le 20h avec des taux d'audience plus importants. J'avais demandé les 2h30 et 2h30 et 20 minutes, c'est pas pareil, et c'est tout. Et c'est pas au service public de trier autres candidats. Et j'ajoute que vous avez donné les 2h30 à un candidat qui est finalement derrière moi. Donc me dis pas que ça s'est fait sur la base des sondages, parce que les électeurs, en fait. Mais vous n'avez pas été pris d'antenne pendant cette campagne. Les rédactions sont libres de choisir aussi, non? On n'est pas. Attends, non. Dans le service public. Il y a une égalité formelle. Dans le service public, avec des différences de temps de parole. La preuve que ça ne fait pas l'élection. C'est problématique. La preuve que ça ne fait pas l'élection, puisque Bruno Le Maire, que vous citez, a fait moins que vous. Vous vous rendez compte du caractère abusif de votre propos. Vous êtes en train de dire, on a donné beaucoup plus d'antenne à l'autre, et la preuve, c'est que vous êtes quand même devant. Ça ferait l'élection, parce que rappelons-le, vous avez été 4e avec. Ça fait une part. Bien sûr, ça fait une part. Et il nous reste encore pour que les Français votent pour vous, il faut qu'ils entendent vos propositions. Il faut qu'ils entendent votre programme. Cette primaire de la droite avec la percée incontestable de François Fillon au premier tour de cette primaire, analyse de la chaîne El Jazeera. Vote Fillon ou même Juppé est surtout un vote stratégique, avec un parti socialiste affaibli et divisé qui n'ira probablement pas au-delà du premier tour. Les électeurs de droite ont désigné celui qui, selon eux, sera le meilleur candidat pour affronter Marine Le Pen au second tour. Exit donc Sarkozy, trop proche de Le Pen pour rassembler au-delà de la droite. Il ne faut pas faire d'erreur comme aux États-Unis, dit cet électeur. Ils ont fini avec Trump. Un vote tactique donc, conclut encore Al Jazeera.
Et enfin, pour finir ce zapping, voici un sujet qui risque de les diviser lors du débat prochainement diffusé sur France 2 et TF1 jeudi soir sur l'avortement. Alain Juppé donc a attaqué son adversaire François Fillon ce matin chez le confrère de Europe 1. François Fillon a réagi quelques minutes après en disant « Je ne pensais pas qu'Alain Juppé pouvait tomber aussi bas ». Écoutez Alain Juppé ce matin sur Europe. C'est par dire dans son livre que c'était un droit fondamental de la femme. Et puis il est revenu sur cette déclaration dans un débat qu'il a eu devant un certain nombre de ses supporters. Voilà, quelle est sa position. Jérôme Chartier qui était ici il y a 20 minutes, son porte-parole disait c'est simple, ce n'est pas un droit fondamental, mais il n'y touchera pas, ses convictions personnelles sont plutôt anti-avortement. Je répète que c'est une différence entre nous, parce que moi je considère que c'est un droit fondamental. Il l'a écrit, il est revenu sur cette position, et moi je n'ai pas changé d'avis. Voilà pour le zapping et les meilleurs moments qu'il ne fallait pas donc rater à la télé, à la radio, mais aussi sur Internet, mon cher Jamel. Il y a de quoi dire, de quoi faire avec cette primaire qui a réservé son lot de surprises. On y reviendra tout à l'heure, mais ton premier regard, analyse sur ce qui s'est passé dimanche soir. Finalement, ça a été une surprise, je pense, pour tout le monde. C'est clair. On voyait une remontée de François Fillon ces 2 dernières semaines, alors que Alain Juppé a fait la tête était à la tête des sondages depuis maintenant bientôt 2 ans. On pensait que Sarkozy allait faire un meilleur score, mais on a tous été surpris à la fois que François Fillon termine premier, mais doublement surpris avec le score, et ça nous en dit long un petit peu sur la droite française. Oui, la droite française qui se cherche et qui a peut-être trouvé son nouveau poulain en la personne de François Fillon. Effectivement, personne ne l'avait vu, en tout cas, arriver en tête avec un tel score. 44%, on se dit même qu'il aurait fallu peut-être un débat de plus et une semaine de plus. Il aurait peut-être passé d'ailleurs le premier tour directement. Oui. François Fillon. Mais ce qui est important à regarder et à constater aussi, on en parle évidemment depuis dimanche soir, c'est de faire la comparaison des 2 programmes. Et là, il y a quand même quelques points de divergence, et pas des moindres, sur la partie nationale, notamment sur l'économie. On a ces analystes et éditorialistes qui nous disent que le programme proposé par François Fillon est irréalisable, très libéral, et celui de Juppé qui est un peu plus flexible, on va dire. Sur le plan de l'actualité, sur le plan des affaires étrangères, là aussi on a 2 oppositions importante. D'un côté, Alain Juppé qui est donc qui suit une politique interventionniste et avec laquelle on peut évidemment ne pas partager grand-chose. Pour celle de Fillon, elle est tout autre chose, puisque lui se propose un peu d'ailleurs à la Donald Trump de discuter avec ses partenaires et avec tout le monde, c'est-à-dire y compris ceux avec qui on est en guerre depuis quelques années. Donc voilà des points de divergence, de divergence importantes, et ce débat risque d'être quand même important et crucial. Mais on voit mal, Jamel, je sais pas ce que t'en penses, on voit mal comment Alain Juppé pourrait l'emporter dimanche soir. Tellement les scores sont importants, et surtout tellement que si on y ajoute les ralliements de Sarkozy, de Bruno Le Maire, et là tout récemment aujourd'hui de Jean-Frédéric Poisson, Alain Juppé lui a été rallié par NKM et Jean-François Copé qui est arrivé lui avec 0,3, même pas le prix de son pain au chocolat. Donc c'est pour dire que ça risque quand même d'être compliqué, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais je pense que effectivement ça risquerait d'être ça risque d'être compliqué pour Alain Juppé, sans compter également toutes les polémiques autour de lui et son nouveau surnom Ali Juppé. Ali Juppé, ouais. Ali Juppé. Je pense qu'effectivement ça va être difficile. La dynamique en tout cas en ce moment elle est du côté de François Fillon. Maintenant faisons attention puisqu'on était tous qui aurait pu imaginer que François Fillon soit premier avec 44% au premier tour. Moi je pense que voilà, l'électorat reste quand même tout volatile. Et en même temps, c'est vrai que la droite est plutôt légitimiste. Donc dès qu'il y a un leader qui se détache aussi nettement que François Fillon a pu le faire lors du premier tour, peut-être qu'il y aura une volonté de le conforter. Maintenant, il y a peut-être d'autres électeurs, au vu du programme de Fillon, qui pourront se dire, on va soutenir Alain Juppé cette fois-ci.
Eh bien écoutez, on n'a pas fini d'avoir des surprises, j'ai l'impression, tout au long de cette campagne, et même au-delà d'ailleurs des primaires, parce que en politique, ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Donc on a de quoi en tout cas commenter, et c'est bien ainsi d'ailleurs. Vous pouvez participer à cette émission, je vous le rappelle, en nous appelant au 01 40 33 90 00 40 33 9000. Mon cher Jamel, j'ai oublié de te demander ton programme. Quel sera ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, ce sera le projet House of One, donc One avec un O majuscule. Donc, un projet où il y aurait donc une espèce de maison de Dieu, maison de l'unique, où dans un même lieu, on pourrait avoir et une mosquée, et une église, et une synagogue. Donc, tout ça sous un même toit. Et j'expliquerai tout à l'heure en quoi ce projet est réconfortant. Donc à Berlin, en Allemagne, en quoi ce projet il est réconfortant et en quoi il pourrait nous inspirer ici en France. Et quel sera ton avis tranché, cher Jamel? Alors mon avis tranché, ce sera davantage sur les Français de confession musulmane et la politique à l'approche des présidentielles. Il y a un certain nombre j'avais écrit un article sur justement la diversité et l'éthique dans l'engagement politique des citoyens musulmans il y a 5 ans et toujours d'actualité. Et malheureusement il est encore d'actualité et j'expliquerai pourquoi mon avis est aussi tranché sur cette question-là. Eh bien, on a hâte de l'écouter et vous pourrez aussi le commenter avec nous au 01 40 33 90 00. Bienvenue à vous. C'est votre talk de fin d'après-midi, ça s'appelle Le Grand Forum et c'est évidemment sur France Maghreb 2 avec Monsieur Jamel El Amri sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour votre Grand Forum en cette belle après-midi de mardi avec Jamel El Amri qui est avec nous, doctorant en histoire et président de l'AFPI qui est donc l'AFPI qui est, je me rappelle plus, l'Académie française de la pensée islamique. Voilà. Voilà. Oui, j'utilise beaucoup ma tête, mais je devrais utiliser un peu plus les feuilles. Voilà. Allez, vos appels en direct au 01 40 33 9000 avant aussi d'aller faire un petit tour du côté du Mobi répondeur, puisque vous le savez, chers amis auditeurs, vous avez aussi la possibilité de nous laisser vos messages et ce 24h sur 24 sur le Mobi répondeur 06 18 21 56 41. Pour l'heure, avec nous et en ligne, Karim. Bonjour Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité. Bonjour. Donc, j'ai écouté un petit peu, Christophe, ce que tu as dit hier avec les deux personnes dont le nom m'échappe. Tu avais 2 invités hier avec toi. Oui, Badr et Yassir Louati. Voilà. Et vous vous étonniez, donc, comme moi d'ailleurs, de la fulgurante ascension de Fillon. Oui. Mais personne n'a mentionné d'où venait cette ascension. Ah, vous avez peut-être une petite idée indicative qui pourrait nous aider? Bah oui, mais Fillon, se voyant à la traîne, il a sorti un livre sur l'islam, le 12 octobre. Oui, effectivement, il est pas tendre d'ailleurs. Hein. Et qu'est-ce qu'il disait dedans? Il disait qu'il n'y avait pas de communautarisme juif, ni protestant, ni ce que ce soit. Il n'y avait qu'un seul communautarisme, c'était le communautarisme musulman. Qu'il fallait plus faire de loi pour restreindre la liberté des religions des autres religions, parce qu'elle ne menaçait pas la République, mais qu'il fallait faire des lois spécifiques pour l'islam. Comme il a dit, seul l'islam menace la France dans son identité, dans sa liberté. Et il a dit, donc, moi je veux pas restreindre les lois pour les autres, mais pour les musulmans. Alors quand on a demandé ce que ça voulait dire, il a dit qu'il voulait un islam discret, invisible et sous surveillance. À partir de là, c'est normal que tu doubles tes scores, parce que quiconque veut faire carrière en France, et même dans le monde maintenant, parce qu'il n'y a pas que la France, hein, c'est devenu tellement... il suffit d'être islamophobe. Il suffit de dire que tu considères l'islam... Vous savez que le pauvre Alain Juppé, pour qui je vais aller voter, moi, il a déclaré il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, que Tarek Oubrou était son ami. Je vois pas ce qu'il y a de criminel là-dedans. Je suppose, mon cher ami Karim, que tu fais référence à ceci. Écoutez. Enfin, pour assurer cette cohésion nationale, restaurer cette cohésion nationale, nous permettre de réussir ensemble, il y a un dernier problème qu'il faut régler. Et c'est le plus difficile parce que c'est un problème culturel, c'est un problème de civilisation, c'est un problème de long terme. C'est la question de la place de l'islam dans la République française. Je veux parler de la place de l'islam dans la République française parce que je ne veux plus faire comme tous les autres hommes politiques, et comme moi-même je l'ai fait pendant longtemps, je ne veux plus parler de communautarisme. Je ne veux plus vous dire qu'il faut lutter contre les communautarismes. Je l'ai dit comme tout le monde. Mais en réalité, il n'y a pas des communautarismes. Il n'y a pas de communautarisme catholique qui menace la République française.
Il n'y a pas de communautarisme protestant qui menace la République française. Il n'y a pas de communautarisme juif qui menace la République française. Il n'y a pas de communautariste bouddhiste ou je ne sais quoi. Il y a juste un problème, c'est le problème de la montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane. Et c'est ce problème-là qui doit être réglé. Ah, c'est pas fini, hein, écoutez. C'est très important. C'est très important d'aborder la question comme cela, parce que si on continue à l'aborder comme le font tous les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va durcir ce qu'on appelle les lois de la laïcité. Donc ça veut dire qu'on va réduire la liberté religieuse de millions de Français, de catholiques, de protestants, de juifs, etc., pour résoudre un problème qui ne les concerne pas, et qui ne concerne que les musulmans. Voilà, je pense que ça suffira, tout le monde a compris de quoi il voulait parler. Mais dans son livre, il détaille, parce qu'il dit, à un moment, il dit que Sarkozy disait j'ai tellement réduit le droit de grève que quand il y a une grève en France, plus personne ne le sait. Lui, il a dit, maintenant, je veux qu'on dise qu'il y a des musulmans en France sans que personne les voit. Jamel, petite réaction. Et je voudrais juste finir, non? Oui, attends, bouge pas, Karim, bouge pas. D'accord, ok. Jamel. Non, mais je crois que c'est intéressant. C'est intéressant non seulement de relever comme l'auditeur l'a fait un certain nombre de déclarations, d'aller lire Fillon dans le texte, mais ce qui serait également peut-être encore plus intéressant, c'est de répondre dans le texte et apporter une réponse crédible. Quand il parle effectivement de problèmes culturels, de problèmes civilisationnels de la place de l'islam, si c'est uniquement réduire la place de l'islam ces dernières années, déjà le problème est biaisé. Et répondre à Fillon de cette manière sans reposer la question, c'est problématique. La place de l'islam, c'est depuis 1830. Et plus exactement, à partir de la Deuxième République en 1850. Donc ça fait un peu plus de 150 ans que l'islam est une question qui a souvent été mise de côté, qui a souvent permis aussi à certains qui se font passer pour les chantres de la République de discriminer. La loi de la laïcité, très bien, puisqu'il parle de la laïcité. La laïcité en 1905, c'est une loi qui a effectivement permis la conciliation entre les deux France. Une France plutôt républicaine, plutôt de gauche, et une France plutôt monarchique, catholique, un peu plus de droite. Mais au même moment, de 1905 jusqu'en 1962, l'Algérie est un territoire français. Il y a 3 départements français en Algérie. Et c'est l'association des oulémas, au premier rang desquels Cheikh Ben Badis, qui défend et qui demande à la France d'appliquer la laïcité. Donc oui, s'il y a un problème, très bien, mais reposons la question et osons nous-mêmes également aborder la question avec Fillon, mais pas de la manière dont il a posé les questions, mais nous en reposant les questions avec nos références historiques solides. Tout à fait d'accord avec toi. Et je précise simplement que maintenant, si tu veux, je voudrais te dire 2 choses avant de vous laisser la place à d'autres. Par exemple, je disais que le pauvre Alain Juppé, il n'avait rien dit de mal en disant que Tariq Oubrou était son ami. Effectivement, lui, il est maire de Bordeaux depuis 10 ou 15 ans. Tariq Oubrou est l'imam de Bordeaux, invité dans les médias, etc. Tout le monde, moi le premier, trouve que c'est un mec bien, qui parle bien les deux. Mais le fait, il a dit non, j'ai jamais dit que c'était mon ami, j'ai dit que c'était un représentant du culte musulman que je reçois comme nous. C'est-à-dire qu'il n'ose même plus dire maintenant qu'on peut avoir dans son entourage un musulman. C'est vous dire où on en est arrivé. Mais moi, je voudrais simplement finir sur une note optimiste. Allons-y, on est preneur. Alors, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais quand j'en parle, les gens me disent bah oui, j'avais pas pensé, t'as peut-être raison. Et je me demande si cette islamophobie, en France, en Europe, dans le monde, d'abord, on y est pour quelque chose, faut dire la vérité. Mais je me demande si c'est pas une chance, justement, pour les musulmans, pour justement se rappeler leurs racines, pour peut-être retourner vivre dans un pays musulman où ils pourront mettre moi je parle pas passer dizaines de milliers de Français algériens, nés sur le sol français, qui sont médecins, architectes, tout ce que tu voudras, et qui ne pourront peut-être plus pratiquer justement leur foi en France. Et c'est peut-être une occasion d'aller non seulement pratiquer sa foi ailleurs, mais de mettre ses compétences au service d'un autre pays que la France, parce que je pense qu'en France, si on veut être musulman au sens propre du terme, c'est-à-dire en respectant la laïcité et les lois de la République, c'est devenu impossible. Voilà. Merci. Bonsoir. Karim. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion, Jamel ?
C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose effectivement. Maintenant, moi, ce serait pas forcément l'islamophobie. Effectivement, peut-être est un vrai problème. Ça crée quand même un certain nombre de drames. Il faut pas l'oublier. Après, effectivement, ça peut être une chance parce que finalement, de tout temps, les musulmans ont eu des épreuves. Là, c'en est une. Moi, je pense qu'il faut aussi interroger en fait qu'est-ce que pose la question de l'islamophobie chez un certain nombre de nos concitoyens. Oui. Je pense que il y a, moi qui suis historien. Moi, ce que je vois, c'est que depuis maintenant 2 siècles, la France a influencé et continue d'influencer le monde, mais de moins en moins. Depuis Napoléon, on a perdu énormément de guerres. On a perdu la France a perdu son prestige. Elle a voulu se refaire un prestige avec la colonisation et finalement il y a eu la décolonisation. Elle a perdu. La France a de moins en moins et de moins en moins écouté dans le monde et elle souffre en fait finalement de cela. Ouais. Et beaucoup de nos concitoyens à travers cela, c'est surtout le problème de l'identité en vérité. Quelle identité? Pendant longtemps, on nous a dit que la France devait penser pour le monde et on se rend compte que quand on parle, il y a de moins en moins de gens qui nous écoutent. Et c'est là où faut peut-être prendre conscience de ce problème-là pour essayer de dire, mais en vérité, tous ces Français de confession musulmane qui ont des origines maghrébines, africaines, de Turquie, asiatiques, en vérité, ils sont une véritable chance pour la France. Mais il faut qu'ils en prennent conscience. Et il faut aujourd'hui que politiquement, on s'organise de telle façon que ça en devienne une évidence. Là, aujourd'hui, ça n'est pas une évidence. Aujourd'hui, tout est effectivement, le climat, il est un petit peu morose. Mais il faut déjà que les premiers concernés soient conscients de la force et de ce qu'ils peuvent apporter à la France. Et la France, elle appartient à personne. La France, c'est un projet, c'est une idée, c'est une espérance. Et dans cette espérance-là, nos espérances doivent avoir droit de cité. Et plutôt que de dire, voilà, je vais choisir entre la France ou le Maroc, la France ou l'Algérie, je vais assumer les deux. Parce que moi, je suis le fruit des 2 histoires. Et je suis un pont entre 2 civilisations, entre 2 cultures. Et je peux à la fois apporter et ici et là-bas. Ne renions rien, assumons tout. Allez, avant de t'écouter, Jamel, dans un instant pour ton avis tranché, et on va parler des musulmans et des élections aussi, y voir un lien en tout cas dans ton avis tranché à suivre. Pour l'heure, on va faire un petit tour du côté du Mobi-Répondeur. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent aussi laisser leur message sur le Mobi-Répondeur 24h/24. Le numéro étant 06 18 21 56 41. C'est vous qui le dites et on vous écoute. Salut Christophe, salut mes amis, France Maghreb 2, auditeurs, auditrices, salut à tous, c'est Abdel d'Orléans. Ouais, voilà, Christophe, je voudrais te parler un petit peu de ces primaires que j'ai regardées avec attention. Mais bon, ça m'a semblé être un petit épisode, une mise en scène à la 7 mercenaires, je sais pas si tu connais ce film-là. Tu rajoutes quelques personnes de la gauche et ça fera les 12 salopards. Bon, écoute, blague à part. Donc, je voulais dire tout simplement, c'est que Fillon, là, il va s'emballer un petit peu. Il y a mon petit Juppé là qui va reprendre de la graine, mais quoi qu'il arrive, mes amis, sachez une chose, c'est que tout le monde est content. François, Fillon, Juppé, on va gagner. Les primaires, c'est un petit peu pour moi un peu des guirlandes là-dedans dans cette affaire politique, parce que on oublie vite Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle dit rien, mais quand elle va se réveiller, et je parierais qu'en 2017, elle va être élue peut-être. Moi, c'est mon avis, bien évidemment. Rappelez-vous, tout le monde va être content, festif. François Fillon, la nouvelle star, mais n'oubliez pas que ce gars-là, il a travaillé avec Sarkozy. Donc tout ça, c'est de la même graine, tout ça. Donc moi, j'ai pas confiance en ces gens-là, ni à la gauche. Et quitte à voter au moins pire, bon, comme on dit, Monsieur Juppé, pourquoi pas. Mais croyez-moi qu'en 2017, les verrous vont sauter. Déjà dans l'opinion française, il y a beaucoup de verrous qui ont sauté. Ils ont jamais pris le Front National et ils vont se dire, regardez aux États-Unis, Trump il est passé. Et est-ce qu'ils vont pas prendre exemple sur lui? Eh bien, je crois que on s'achemine vers un chemin Marine Le Pen, parce que je crois que François Fillon et Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet et tout ce qui s'ensuit, tout ça, c'est que de la mise en scène, c'est les fêtes de Noël, quoi, bientôt, on va dire ça. Donc, sachez que mes amis, Madame Le Pen va arriver bientôt, et croyez-moi qu'elle va tout déglinguer sur son passage, il risque de passer en 2017. Moi, c'est que mon avis. Salut mes amis. Bye Christophe. Salut à tous tes amis sur le plateau. Au revoir. Oui, bonsoir. Je suis en train d'écouter Amal à la radio, là, en ce qui concerne le décès de son frère. C'était pour lui dire que je l'avais entendu, 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 que
sur RMC en train de se prendre le chou avec Olivier Truchot là, qui la laissait pas parler. Il lui disait elle parle toute seule et elle lui a répondu non, c'est vous qui voulez pas entendre. En tous les cas, tout ce qu'elle est en train de dire, c'est plus que vrai, parce que moi qui suis une femme âgée, j'ai rencontré des problèmes avec la police alors que j'étais venue en tant que plaignante. Et ils ont même effectué de faux rapports au niveau du parquet de Bobigny et le parquet a fonctionné. Oui, nous sommes bien des citoyens de seconde zone et nos vies importent peu pour ces gens. Voilà, Christophe, voilà ce que j'ai à dire. Du courage à un mal et espérons qu'on aura des jours meilleurs, mais en ce moment c'est un peu difficile pour nous tous. Voilà, à bientôt. Merci encore. Salut France Maghreb 2, voilà, Djilali. C'est Djilali de Clermont-Ferrand. Donc on va faire un petit peu d'humour. Je vous appelle par rapport au résultat de sélection pour la droite. Jean-François Copé, 0,3%. Franchement, il a fait un résultat. Son résultat 0,3%, ça vaut même pas le prix d'un pain au chocolat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut. Eh ben c'est dit, 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. D'ailleurs, Copé qui a annoncé son ralliement à Alain Juppé. C'est très étonnant. Très étonnant. Enfin, quand on connaît les rapports des deux, François Fillon et Copé, finalement, il y a qu'à regarder, hein, parce qu'ils se détestent vraiment les deux, hein, pour le coup. On se souvient de l'épisode pour reprendre le parti, juste après l'élection de 2012. On se souvenait, hein, ça avait duré un moment, cette histoire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser vos messages, hein, 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 par mail aussi. Vous pouvez nous envoyer des petits mails, n'hésitez pas. C'est lgf@francemaghreb2.fr. Et puis pour nous appeler, vous allez pouvoir le faire dans un instant pour réagir notamment à l'avis tranché de notre ami Jamel qui va bientôt arriver. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. C'est parti, t'es prêt Jamel? Oui. Allez, on y va, jingle. Alors continuez-moi, allez-y. Allez, c'est parti pour ce mardi 22 novembre et l'avis tranché de notre ami Jamel El Amri. Bien, merci à toi Christophe. Donc en cette période d'élection présidentielle, il n'est pas rare de voir de nombreux citoyens français de confession musulmane se demander quel type d'engagement politique doit être le leur. Comment m'engager pour mon pays et être utile à la communauté musulmane? Avec qui? Pour quel combat? Bien évidemment, il y a un choix à faire qui n'est pas facile tant les citoyens musulmans se sentent, comme une majorité des Français, peu représentés par nos représentants politiques actuels. Malheureusement, une fois ce choix effectué, on observe qu'il est souvent accompagné chez nos coreligionnaires musulmans d'un sentiment de détenir seul la vérité et d'un manque de considération à l'égard des autres types d'engagement de leurs coreligionnaires. Moi, j'en ai ciblé environ 3. Mais ce n'est pas exhaustif. Premier type d'engagement, c'est l'engagement politique dans les partis politiques traditionnels. Une partie des musulmans a décidé depuis plusieurs décennies d'adhérer aux partis politiques traditionnels de France, que ce soit le Parti socialiste ou alors les Républicains, en passant par d'autres partis, soit extrêmes, de gauche comme de droite. Ils pensent que le changement pour la communauté musulmane interviendra lorsque les musulmans investiront la scène politique à tous les niveaux, local, national, par le biais de ces partis. Vous avez un deuxième type d'engagement, l'engagement politique dans les mouvements autonomes ou dans les listes citoyennes. Une autre partie des citoyens français de confession musulmane inscrits dans une démarche politique, voyant l'accès aux responsabilités politiques obstruées dans les partis politiques traditionnels et la difficulté, voire l'impossibilité d'y défendre des thématiques les concernant en premier lieu, a décidé de se prendre en charge, de s'émanciper d'un type de paternalisme. Il décide alors de créer des structures politiques autonomes et des listes citoyennes. Enfin, vous avez un engagement politique hors système. Beaucoup de gens, à quoi ça sert de voter? Beaucoup de gens vont même remettre en cause théologiquement le fait de voter et ils ne s'engagent pas dans ce système-là en pensant que ce système-là va se mordre la queue et va finir par s'autodétruire. Il ne s'agit pas, dans mon propos, de faire l'inventaire de tous les types d'engagement politique des musulmans de France, car il y en a d'autres, tellement multiples et tellement complexes.
ni de donner mon avis personnel sur ces derniers, mais il s'agit plutôt d'engager une première typologie afin que les musulmans puissent entreprendre un travail sociologique de plus grande ampleur dans ce domaine. Tous ces engagements sont bien entendu à la fois critiquables et respectables, et nous devons d'abord comprendre et en accepter leur logique respective. Chacun détient une part de vérité, mais personne ni aucun groupe ne peut se targuer de la détenir entièrement et exclusivement. Trop souvent, nous voyons des hommes et des femmes, confession musulmane, critiquer sévèrement, parfois même injustement, d'autres musulmans au motif qu'ils n'ont pas le même engagement. Alors qu'ils peuvent en principe cheminer vers le même objectif, on constate que l'engagement n'est plus un simple moyen, mais une fin en soi. Et cette calcul géopolitique entre d'un côté le camp occidental, le camp des Russes, les silences criminels des pays musulmans, qu'ils se rangent du côté de la position russe ou du côté de la position américaine, occidentale, un dictateur qui est encore là, du terrorisme également qui se revendique de l'islam dans ces territoires-là, et le peuple syrien qui pleure, nous pleurons avec lui. Et comme je disais tout à l'heure, nous pleurons sans larmes, bombardement depuis 7 jours comme on le rappelait, Alep qui va sûrement tomber. Je t'avouerai, Christophe, que les mots, il est difficile d'avoir des mots quand on se sent aussi impuissant que cela, dans une situation aussi dramatique. Alors, on va accueillir, avant de retrouver notre invité, une auditrice qui souhaite, et elle a bien raison de le faire d'ailleurs, apporter une petite critique, paraît-il constructive. Bonjour Malika de Paris. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, voilà, je me permets d'intervenir, bien que j'ai pas pu entendre toute l'intervention de monsieur, qui, si j'ai bien compris, est docteur en histoire. Doctorant en histoire, oui. Voilà, alors ça tombe très bien parce que effectivement, pour comprendre un peu ce qui nous arrive, on peut le voir sur plusieurs angles. Donc la première couche très, on va dire, très marketing, et que notamment là c'est extrêmement intéressant de constater que c'est Fillon qui a remporté la primaire de la droite, et que c'est quelqu'un qui est sur le plan religieux très catholique. Et il s'avère que, je suis tombée sur un livre ce matin sur une histoire d'une grande famille de notables libanais, et qui raconte son histoire sur plusieurs siècles. Et c'est en cela que je pense que à l'heure actuelle, pour qu'on comprenne ce qui se passe, pour quelle raison l'islam est actuellement si décrié sur la planète à l'heure actuelle, et on peut rattacher cela à tous les mouvements géopolitiques sur la région du Moyen-Orient. Ce que j'invite vraiment tous les musulmans, et vraiment pour comprendre ce qui se passe, et pour effectivement on puisse avoir du répondant sur le plan politique, avoir notre place dans la société, dans les sociétés occidentales, et par exemple ne serait-ce que françaises. Je pense que c'est extrêmement important de aussi ne pas omettre tout le volet de l'histoire. Et tous les échanges diplomatiques et historiques qui ont eu lieu depuis notamment l'avènement de la chrétienté dans la région du Moyen-Orient, l'avènement de la religion musulmane, des puissances ottomanes, persanes, etc., et voir quelles étaient les alliances diplomatiques avec les royautés du monde occidental. Par exemple, il faut savoir que à l'époque de Charles Quint, donc la partie Espagne, il y avait François Ier qui était le pendant qui était l'adversaire de Charles Quint. Et il y avait tout un tas de stratégies, d'alliances. Et alors ce que j'ai découvert ce matin, notamment dans ce livre, c'est que quand on parle des découpements, du découpage des États qui a été fait par Sykes et Picot, on omet d'indiquer qu'il y avait aussi un Russe. De mémoire, c'est Savanoff. Je suis désolée, je l'ai pas mémorisé, mais je l'ai lu ce matin. Et les Russes finalement vont apparemment, c'est pas très explicite dans le livre, mais finalement ils vont pas insister pour être présents sur cette partie-là.
La France va prendre en charge la Syrie et le Liban. La Palestine était au départ une place, internationale que les Anglais et les Français étaient censés occuper. Hein. Après, j'y vais vraiment trivialement, mais pour le découpage de l'Empire ottoman, puisque voilà. Malika, est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner le titre du livre pour que chacun puisse se faire une opinion? Justement, alors ce qu'il y a, c'est que je l'ai trouvé dans une bibliothèque d'une clinique. Ouais. Parce que il se trouve que c'est un Libanais, c'est un notable Libanais. Pour les remercier, il leur a dédié, il a carrément écrit un livre concernant sa famille. Donc j'y retourne demain et je vous promets, je vous donnerai les coordonnées du livre. C'est très important. Voilà, parce que c'est extrêmement intéressant parce qu'apparemment il nous renseigne sur des faits d'histoire, d'alliance et de capitulation, enfin et des puissances sur plusieurs siècles, et je trouve que ça permet de bien comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, j'en suis sortie à me dire que finalement, la mondialisation des élites, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, etc., date de plusieurs siècles, qu'elle se perpétue, et que nous, à notre niveau, on est des simples kidams, comme le français qui vote Front National, par exemple, et voilà, on est au bout de la chaîne. Bon, mais voilà. Merci Malika, en tout cas, pour avoir eu le réflexe d'abord de nous donner un petit peu votre retour concernant ce livre, comme quoi ça n'a pas que du mauvais d'aller faire un petit tour à la clinique de temps en temps. Mon cher ami Jamel qui va peut-être réagir à ce que vous venez de dire, et je vous en remercie en tout cas, et à très vite Malika. Ok, au revoir. Au revoir Malika. Oui, alors, Jamel. Merci Malika merci à Malika pour son intervention. Oui, 1000 fois oui, l'histoire, bien évidemment. L'histoire des Libanais, parce qu'on sait que le Liban a une grande histoire avec la France, très bien. Mais si on voulait peut-être préciser, si je voulais peut-être un peu plus préciser ma pensée, je pense surtout qu'il faut qu'aujourd'hui, les Français de confession musulmane connaissent également l'histoire de la colonisation au Maghreb. Il y a peut-être une faille là, dans ce domaine, non ? Il y a une méconnaissance, et en même temps, j'ai pas forcément, quand je fais mes conférences ou quand je discute avec les uns et les autres, il y a une volonté pour une discussion de savoir, mais on devrait investir ces études historiques pour comprendre la situation dans laquelle on est. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'islam comme si c'était un problème, mais ou même aujourd'hui, on a encore des discussions sur la question du CFCM. Mais la question de l'islam institutionnalisé par la République, c'est la Deuxième République, c'est 1850. On a créé des médersas à Constantine, à Alger et à Oran. 3 médersas pour former les imams de la République. Je veux dire, cette histoire qui, chez les franco-maghrébins, très peu la connaissent, ou alors très peu en parlent. Et c'est sur ça qu'il faut axer. Connaître également l'histoire de France. L'histoire de France et revenir également étudier l'ouvrage collectif d'un Mohamed Harkoun, où l'islam en France, c'est 14 siècles d'histoire. Donc déjà, commençons par notre histoire, l'histoire du Maghreb, l'histoire de France, et l'histoire également de la relation entre la France et l'islam. Et on verra en tout cas une chose, c'est que tous les politiques aujourd'hui qui tout d'un coup découvrent en l'islam un problème, sont juste en train de finalement de ressortir des questions qui se sont posées pendant des décennies. Donc quand madame également parlait également de l'histoire Charles Quint, François Ier, oui, François Ier, quand il était roi de France, quand il était en difficulté vis-à-vis de Charles Quint, a été voir Soleiman le Magnifique en lui demandant, dans une alliance, une certaine protection pour lutter contre Charles Quint. Donc quand il fallait à un moment donné, pour protéger l'intégrité territoriale de la France contre Charles Quint, François Ier de Chambord n'a pas hésité à solliciter l'appui, le soutien diplomatique de Soleiman le Magnifique. Donc effectivement, c'est important de le rappeler. Et enfin, je terminerai là-dessus. Madame Malika a rappelé un certain nombre de faits historiques. Moi, je renvoie à l'ouvrage d'Henri Lawrence, Islamisme, Arabisme, depuis l'expédition de Bonaparte jusqu'à 1945. Et là, on comprendra tout. Beaucoup de choses. Les accords de Sykes-Picot, effectivement, la présence des 3 grands empires européens, russes, français et anglais. Et là, du coup, on comprendra un petit peu mieux également dans la Syrie, parce il faut faire le lien avec la Syrie. Pourquoi aujourd'hui en Syrie, on est dans cette situation-là? J'ai une petite minute pour vous, mon cher Ahmed, avant d'accueillir notre invité, l'ambassadeur de Sultan Al Oman. Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour. Bon, je vais avoir quand même un discours un peu plus terre à terre, mais bon, je voudrais quand même souligner que aujourd'hui la situation c'est-à-dire des pays arabes, c'est en fait des États-nations qu'on est en train de détruire, et ça depuis Bush. Je ne rentre pas dans le détail si vous me permettez. Et puis on n'a plus de l'arme ni pour Alep ni pour les Palestiniens, malheureusement, qu'on a oublié complètement. Je voulais juste revenir moi sur la discussion du début concernant justement je veux dire dimanche prochain l'élection des primaires, ouais. Et donc moi je crois que je ne perds pas espoir personnellement. Je crois que on ne doit pas se résigner. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on parle comme si vraiment on n'a absolument aucune possibilité de pouvoir réagir. Vous savez que Fillon n'a eu que 44% que sur 1 600 000 votants, ce qui ne représente strictement rien. Je veux dire, si vraiment nous considérons que nous avons un devoir c'est-à-dire de faire barrage à Fillon, il ne tient qu'à nous d'aller voter. Et je crois que si vraiment il y a une prise de conscience par rapport, je veux dire, à cette communauté, qui n'en est pas une, mais j'espère qu'il sera un jour une véritable communauté, c'est vraiment aller voter dimanche pour faire barrage à Fillon. C'est une solution des plus simples, parce que c'est pas uniquement dernièrement qu'il a parlé des musulmans comme quoi qu'il posait un problème. Rappelez-vous, Christophe, en 2008, lorsqu'il était Premier ministre de Sarkozy, il a dit à Netanyahou que les Arabes en France posaient problème. Donc c'est depuis très très longtemps. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas le temps, mais ce que je veux dire par là, c'est que si nous voulons vraiment faire barrage à Fillon, nous avons les moyens, dimanche, au lieu de dormir, aller voter. Voilà, tout simplement. Eh ben, écoutez, le message, j'espère, sera entendu, mon cher ami Ahmed. Merci beaucoup et bonne soirée. Allez, tout de suite, place à notre invité sur France Maghreb 2. Avant de continuer de vous accueillir au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Monsieur l'ambassadeur du Sultanat d'Oman, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Nous sommes ravis de vous accueillir puisque nous vous invitons à l'occasion de cette fête nationale qui avait lieu le 18 novembre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre pays, monsieur l'ambassadeur ? Bien sûr, merci beaucoup pour votre question. En fait, le Sultanat d'Oman c'est caractérisé par un statut politique interne stable, mais aussi un système législatif qui assure la sécurité, le bien-être et les droits légitimes de son peuple. Sa politique dépend des institutions démocratiques qui s'appellent chez nous Al-Shura et d'une égalité pour tous. Il met toujours l'accent sur le soutien au développement économique et la stabilité et la prospérité sociale. Nous sommes actuellement en cette année de 2016 et nous jouissons de la sécurité et de la stabilité économique ainsi que d'une solidarité nationale sans précédent. Les citoyens servent plusieurs moyens d'expression dont la liberté, lui, est entièrement garantie par loi. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui le Moyen-Orient, je vous apprends rien, est déchiré par des guerres que certains qualifient de guerres chiites, sunnites. Le Sultanat d'Oman est dans une situation particulière et ne s'insère pas d'ailleurs dans ces deux catégories, puisque votre pays organise régulièrement d'ailleurs des réunions de réconciliation interarabe, intermusulmane, notamment sur la guerre au Yémen. Pourquoi ces démarches ? Bon, merci beaucoup pour cette question très importante, mais la culture omanaise complète la culture arabo-musulmane, mais sa tolérance religieuse garantit la liberté de le culte pour tous. Le Sultanat d'Oman souhaite que la paix et la sécurité soient des situations dominées dans le monde. Il ne veut pas qu'il y ait des divisions religieuses. La religion est un sujet personnel et qui touche chacun de nous. Il faut respecter l'individu sur la base de sa citoyenneté et non sans religion. La politique d'Oman s'est fondée sur le principe de respect mutuel entre les pays. Les non-interventions dans les affaires intérieures des autres et la résolution pacifique des conflits. Oman jouait un rôle important pour appuyer tous les processus de rapprochement et de paix dans la région et partout dans le monde. Car il y avait foi
il avait foi dans la conception de la paix ainsi que dans sa nécessité. Donc pour nous c'est très important. Il faut réfléchir sur la citoyenneté que de la religion. Monsieur l'ambassadeur, et ce sera là d'ailleurs ma dernière question, le hasard de la vie fait que l'Institut du monde arabe à Paris présente une exposition du 15 novembre 2016 jusqu'au 26 février 2017, exposition intitulée Aventuriers des mers. Pourquoi votre pays, le Sultanat d'Oman, soutient-il cette exposition? Bon, merci beaucoup. En fait, nous avons un partenariat très fort avec l'Institut du monde arabe qui jouait un rôle très important. Mais cette exposition tend à promouvoir l'esprit de la coopération entre le peuple. Les participations d'Oman a une dimension historique longtemps, car il est connu que Oman est un pays marin, que les mers étaient toujours son important moyen de communication avec l'extérieur et que lui a permis de connaître les longtemps civilisations comme l'Inde, la Chine et l'Est de l'Afrique. En histoire, est une civilisation commune réunissant tous les marins du monde. Les marins omanais, par exemple, comme Ahmed Ben Majid, se sont distingués par la mise en œuvre des systèmes de navigation, des cartes géographiques qui ont aidé les marins portugais comme Vasco da Gama à découvrir le long pays dans l'océan Indien. Donc les poutres omanaises Nazwa exposées à Paris à l'Institut du monde arabe est un exemple historique de pouvoir de nos marins pour la construction de bateaux, mais aussi pour l'interaction culturelle avec le monde, mais aussi avec notre ami ici en France. Merci monsieur l'ambassadeur de Sultanat d'Oman d'avoir nous avoir réservé quelques minutes pour nous présenter un petit peu votre pays, les spécificités d'ailleurs de votre pays que l'on a ainsi et grâce à vous d'ailleurs découvert pour ceux qui ne le connaissaient pas aujourd'hui. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur, à très vite. Merci monsieur. Mon cher Jamel, connaissais-tu ce petit pays qu'est le Sultanat d'Oman avec ses spécificités, comme vient de nous le rappeler monsieur l'ambassadeur? Je le connaissais, mais je t'avouerai que je vais prendre le temps de connaître ce pays-là, qui a une grande histoire, une grande culture, et qui gagnerait à être davantage connu en France. Oui, puisqu'il fait preuve, surtout il agit sur le terrain en matière d'espèce de réconciliation entre les pays arabes, les pays musulmans, entre ces différents courants de l'islam, le chiite et le sunnite. Donc vraiment une part à part dans ces pays du Golfe en tout cas. Et il entend aussi, et il organise régulièrement ce pays des réunions de réconciliation. Donc c'est très bien ainsi. Voilà. Tous les discours qui rassemblent, qui fédèrent, qui réconcilient sont plus que les bienvenus dans un monde où on donne surtout la parole aux gens qui divisent. Allez, les petites infos, parce que, comme disait notre ami Ibrahim Hasmaïl, la Terre tourne, elle continue de tourner, mais elle tourne sans vous, parfois en tout cas. Un petit tour du côté de la Turquie, puisque après le tollé provoqué, le Premier ministre annonce la réécriture d'un projet de loi très controversé, projet prévoyant, dans certains cas, la suspension des accusations d'agression sexuelle lorsque le coupable se mariait à sa victime. Le texte devait être initialement présenté au Parlement ce mardi pour être voté en deuxième lecture. Bien finalement, il sera complètement révisé. Bonne chose ou pas? Ah bah bien évidemment. Ouais, bien sûr. Et puis en Égypte, un petit tour, la Cour de cassation annule l'une des deux condamnations à perpétuité prononcées contre l'ancien président Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013, vous vous en souvenez. Il avait été condamné dans un procès pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. Mohamed Morsi reste cependant sous le coup d'une peine de 60 ans de prison, dont 20 ans irrépressibles. Écoutez, on va dire que c'est une première bataille, mais la guerre n'est pas gagnée pour lui en tout cas. Exactement. Voilà. Alors dans un instant, on va revenir avec vous, chers amis auditeurs, pour parler notamment de l'aspect plus France et de ses primaires plus en profondeur. Mais avant cela, je voulais quand même faire un petit tour par les États-Unis et pour vous parler de Donald Trump. Il a promis et il le fera
aux États-Unis, donc Donald Trump, le président élu, vient de publier une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il fixe le cap pour les 100 premiers jours de son mandat, à compter de sa prise de fonction le 20 janvier prochain. Ce qui retient l'attention, ce sont les annonces sur le traité transpacifique, car pour le reste, pas un mot sur la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, aucune allusion au système de santé Obamacare, ni aux expulsions de sans-papiers. Donald Trump a, semble-t-il, donc esquivé les sujets les plus compliqués. Le président élu a décidé de dédier les 100 premiers jours de son mandat à restaurer la grandeur de son pays. C'est ce qu'il a rappelé. Écoutez un extrait de cette vidéo. Mon agenda sera basé sur un principe central simple, l'Amérique d'abord. Que ce soit pour la production de l'acier, la construction de voitures ou la santé, je veux que la prochaine génération de produits et d'innovation ait lieu ici même, dans notre grand pays. C'était, je le rappelle, dans une vidéo, même si Donald Trump ne revient pas sur certains sujets abordés durant la campagne, le ton qui est donné avec ce programme, écoutez. Concernant les accords internationaux, je vais envoyer un avis d'intention pour que l'on se retire du partenariat transpacifique. À la place, nous négocierons des accords bilatéraux qui seront plus justes et qui permettront de ramener des emplois et notre industrie sur notre sol. Concernant l'énergie, je vais mettre un terme aux restrictions tueuses d'emplois. Pour ce qui est de la sécurité nationale, je vais demander au département de la Défense de développer un plan complet destiné à protéger les infrastructures vitales de l'Amérique des cyberattaques et de toute autre forme d'attaque. Voilà pour cette vidéo. En attendant son investiture, donc Donald Trump continue de peaufiner son équipe et des politiques qu'il souhaite mettre en place. Quelques postes clés restent à pourvoir. Pendant ce temps, les partenaires des États-Unis, eux, s'inquiètent du virage protectionniste de celle qui reste la première puissance mondiale jusqu'alors. En un mot, Jamel, petite réaction sur les 100 premiers jours et le cap de Donald Trump? Oui, assez cohérent sur l'idée d'une politique protectionniste, qui va vraiment promouvoir l'isolationnisme. Oui. Désolé. Où finalement on va voir un petit peu les États-Unis. C'est arrivé au cours du XXe siècle où les États-Unis en ont eu peut-être un petit peu marre de jouer un rôle qui de jouer un peu les gendarmes un peu dans le monde et décider de se retirer pour s'occuper un peu plus de soi. On y revient dans un instant, mon cher Jamel, pardon, parce que j'ai la pub et elle n'attend pas celle-là, hein, vous savez comment elle est. Dans un instant, la suite du Grand Fort avec vos appels 01 40 33 9000. Bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour m'accompagner dans cette émission, pour commenter l'actualité avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 90 00. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est Jamel Larmery qui est donc doctorant en histoire et également président de l'AFPI, qui est l'Académie française de la pensée islamique, pour commenter l'actualité donc avec nous. On parlait de Trump il y a un instant, mon cher ami Jamel. Les États-Unis qui mettent en garde leurs ressortissants face au risque accru d'attentats en Europe. Le département d'État leur demande de se montrer vigilants lors de leur déplacement pour les fêtes de fin d'année. 7 hommes ont été arrêtés, on le rappelle, dans la nuit de samedi à dimanche en France. 2 d'entre eux au moins sont soupçonnés d'avoir séjourné en Syrie. Un attentat envisagé de longue date ainsi pu être déjoué selon le ministre de l'Intérieur. Tout est mis en œuvre en tout cas à chaque instant pour protéger les Français, a affirmé hier François Hollande, le président de la République. Jamel, est-ce qu'il faut le craindre, ce risque d'attentat? Ça fait déjà quelque temps que le risque est élevé, donc je pense qu'il faut aussi apprendre à vivre avec. Ça fait déjà un certain nombre d'années que le risque est élevé. Il y a eu malheureusement des attentats, d'autres pourraient se produire. On a arrêté des jeunes en France, paraît-il, du côté de Strasbourg. Et à Marseille. Donc voilà, je pense que il faut être capable de vivre, savoir raison garder et d'essayer de voir comment on peut endiguer effectivement ce phénomène. Allez, on va faire un petit tour du côté du standard, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000 avec Nadera qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Nadera. Bonsoir Christophe, je salue votre invité, Monsieur Jamel, je crois, et je salue tous les auditeurs. J'avais tout d'abord une petite remarque à vous faire par rapport au zapping et à la sélection que vous proposez. Oui. Et c'est vrai que la plupart du temps c'est BFM, Ruquier, Ardisson,
Voilà, ça fait un petit peu mal aux oreilles. Donc si vous pouviez sélectionner, il y a des émissions très intéressantes sur France Culture, notamment. Il y a une émission très intéressante le vendredi soir à 22h avec monsieur Régis Debray. Non, ce n'est pas le politique, c'est un philosophe. Et qui est vraiment à l'encontre de tout ce qu'on nous raconte de la part des politiques ou d'autres philosophes. Voilà, très bien. Ça c'est fait. C'est fait, ouais. Voilà, comme on vous n'a dites. pas besoin de faire de la pub à BFM et compagnie. Mais non, mais Donc, alors, Nadera, pardon de vous répondre, mais pour le zapping, c'est pas calé sur BFM, pas du tout. C'est par rapport à des déclarations ou à ce qui fait évidemment le buzz et l'actualité du moment. Voilà, mais c'est pas forcément. Oui, mais il y a BFM. des déclarations très intéressantes qui nous feraient du bien aux oreilles. Bon, très bien. Voilà, et C'est il y en entendu. a sur les ondes françaises. Donc, mis à part ça, oui, on a remarqué que que la majorité des politiques, des intellectuels étaient outrés de voir Monsieur Trump élu, et je dirais que, eh bien, écoutez, ils n'ont rien envie à Monsieur Trump, parce que quand on entend les énormités et le discours de haine sur nos ondes, eh bien, ils n'ont pas de leçon à donner à Monsieur Trump. Après, j'en reviens donc aux élections primaires de droite. Je voulais dire que j'étais sur la même longueur d'onde que Monsieur Ahmed, et il serait important que les musulmans se fassent entendre pour barrer la route à Monsieur Fillon, pour bien lui montrer que dans cette France, il y a des musulmans qui sont français, qui votent, qui entendent ses discours et qui comptent lui faire barrage. Voilà. Donc ce serait bien. Moi, j'ai l'intention de me déplacer donc dimanche. Ce n'est pas, c'est vrai que ce n'est pas, je ne partage pas les idées de droite, mais là, je pense qu'il faut vraiment dire à Monsieur Fillon qu'il y a des Français musulmans, qu'ils veuillent de la communauté musulmane ou qu'ils n'en veuillent pas. On n'en a rien à faire. On a un droit de vote et on le fera valoir. Nadera, c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette mobilisation qui a aussi été le fruit du succès de François Hollande, puisque visiblement, même si c'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas, il s'avère en tout cas que 80% de la communauté franco-musulmane de France ait voté François Hollande en 2012, donc ça lui a certainement donné un petit coup de pouce. Bien sûr. Eh bien, peut-être l'occasion est donnée de montrer que cette communauté, quand elle est organisée et mobilisée, existe et qu'elle peut peser dans le champ politique. Et c'est une manière de se défendre contre ces propos effarants de cette classe politique qui fustige le musulman au quotidien. Et je regrette que Monsieur Fillon ne dénonce pas la finance qui met les peuples à genoux dans tous les pays d'Europe et de par le monde. Je déplore qu'il ne dénonce pas ça. C'est vrai que ce que disait aussi Monsieur Karim, aujourd'hui pour être sur le podium, il faut fustiger les musulmans. Ouais, et c'est de cette manière que l'on réussit donc à gagner les élections. Mais si les musulmans se mobilisent et qu'ils font entendre leur voix, je pense que le discours changera. Jamel, qu'est-ce que tu penses de cette idée qui émerge finalement depuis dimanche soir en particulier, de la part de certaines personnes de la communauté franco-musulmane, franco-maghrébine, bien que je n'aime pas trop ce mot communauté, mais bon, en tout cas de ces Français donc ayant, j'allais dire, une religion qui est la religion musulmane et qui pourrait éventuellement s'organiser. Est-ce peut-être là l'occasion de montrer que, attention, on nous insulte, on se désespère, on essaie de se défendre comme on peut, on ne donne pas la parole dans les médias, mais on a la parole dans les urnes. Et attention, celle-ci, elle peut faire mal. Moi, je souscris à ce que nous a dit Nadera. Oui, effectivement, il faut aller voter, il faut se mobiliser. Si on pense que les idées d'un François Fillon sur l'islam, les musulmans, ces idées sont dangereuses, effectivement, il faut se mobiliser. Il y a de quoi le penser. Il y a de quoi le penser. Il faut pas oublier également qu'il y a d'autres Français de confession musulmane qui soutiennent Fillon. Peu importe finalement. Moi, j'aimerais juste attirer peut-être, en complément de ce qui vient d'être dit par Nadera, de rappeler une chose. Oui. Et je pense qu'il va falloir qu'on mûrisse collectivement. Là, je parle des musulmans de France. Oui. C'est bien de réagir.
On a réagi en 2012. Tout à fait. Il y a à peu près, selon les estimations, 80 à 92 ou 13% de musulmans qui ont voté François Hollande en 2012. C'est énorme. Et donc qui ont permis de faire de faire la différence au second tour. C'est une très bonne chose. Pardon de te couper, je précise que effectivement ces chiffres on les a. Mais c'était, je pense, pas une adhésion à François Hollande, mais surtout un rejet et de l'anti-sarkozysme. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même intéressant. C'est pas pareil, quand même. C'est quand même intéressant de voir qu'effectivement, il y a une réaction musulmane à un moment donné quand on s'attaque à sa dignité. Très bien. Mais maintenant, il faut aller, je pense, beaucoup plus loin. Et les meilleures actions, j'ai même envie de vous rappeler l'éthique prophétique, qui dit que les plus belles actions, le prophète de l'islam disait que les plus belles actions sont celles qui durent. Eh ben, moi, j'invite aussi mes coreligionnaires à avoir des actions sur du long terme. C'est pas d'attendre à un moment donné que l'un émerge avec un discours effectivement qui est dangereux, qui est problématique, qui est clivant, parce que personne ne voyait venir déjà François Fillon. Donc ce que l'on dit sur François Fillon, finalement on l'aurait dit sur Sarkozy s'il avait été au second tour. Et je pense que c'est une bonne chose que d'essayer de se mobiliser. Et il faudra se mobiliser dimanche. Mais j'espère, pour une fois, qu'on puisse à un moment donné changer notre fusil d'épaule et qu'on puisse à un moment donné de dire très bien, maintenant nous, quelle France nous voulons en tant que composante de la communauté nationale, en tant que musulmans, quelle France nous voulons. On est porteur d'un message, on est porteur d'une vision de la France. Et cette vision de la France, il faut l'élaborer. Il faut créer des associations, il faut créer des listes citoyennes, des partis politiques, des syndicats et investir la sphère publique. Arrêtons s'il vous plaît, et j'espère que 2017 ce sera la dernière élection et que mon ami Christophe ne m'invite pas 5 ans après pour qu'on ait les mêmes discussions parce que je viendrai pas. C'est qu'on arrête de réagir, agissons, créons les conditions pour travailler ensemble et de porter un message pour la France. Nous sommes porteurs en nous-mêmes de par nos intelligences, de nos expériences, nous sommes porteurs d'un projet de société qui peut être que positif pour la société française. Assumons-le. J'y rajouterai un petit complément, Nadira, avant de vous laisser terminer. Aujourd'hui, on a cette possibilité qui est, alors pour certains, c'est vrai, la conteste, mais qui est là présente, et sachons utiliser les produits de modernité à cet effet qui sont les réseaux sociaux. C'est extrêmement important aujourd'hui d'aller notamment sur Facebook et en particulier, mais d'où le dire, mais sur Twitter. On a la possibilité de se faire entendre, 140 caractères. On interpelle les personnes en particulier. On envoie des courriers lorsqu'on est offusqué par ce que l'on peut entendre ou regarder à la télé. Ça marche quand il y a une mobilisation. Croyez-moi que quand, par exemple, un Éric Zemmour s'exprime encore sur RTL, c'est parce que il n'y a pas eu assez de courriers reçu à la rédaction de RTL protestant donc ce personnage qui figure toujours sur l'antenne, parce que croyez-moi qu'à partir du moment où il y a par exemple 700 000 à 1 million de personnes qui envoient des lettres à RTL, croyez bien qu'au bout d'un moment ils vont réagir, et même très vite. Ça a marché sur iTélé, ça a marché sur d'autres chaînes et pour d'autres exemples. Donc comme le dit Jamel, arrêtons d'être dans la réaction et passons maintenant à l'action. Si Christophe, je peux me permettre un mot et en complément de la réflexion que nous a fait au départ Nadera sur France Culture. La bataille, elle n'est pas que politique, elle est aussi intellectuelle. Il faut investir. Quand on parle d'Éric Zemmour, quand on parle de Régis Debray, quand on parle de France Culture, c'est aussi réagir dans les instances où on discute de ce que c'est que la France, de l'état de la France. Et il faut qu'intellectuellement, les Français de confession musulmane aussi parlent de cette idée, de cette France, de ce projet, de cette espérance. Il faut qu'à un moment donné, intellectuellement, les musulmans soient là. C'est pas que du chiffre, c'est pas que un nombre de votants. C'est ça, et il faudra le faire dimanche. Mais il va falloir également que nous soyons capables de répondre intellectuellement à Régis Debray, à Zemmour, à Michel Onfray, à gauche comme à droite, pour dire voilà, la France, c'est peut-être ce que vous dites, ou peut-être pas, mais c'est aussi ce que nous disons. Bien sûr. Allez, Nadira. Mais je pense que les associations existent, les gens de valeur existent dans notre communauté. Moi, je le dis, ce n'est pas un terme tabou ou péjoratif pour moi, parce qu'il y a des communautés aux États-Unis, partout dans le monde. Il n'y a qu'en France que lorsqu'on prononce le mot communauté, on est tout de suite montré du doigt. Donc, moi, le terme communauté ne me dérange absolument pas. Oui, mais Nadira, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a en fait finalement, au-delà de nombreux points communs que l'on peut avoir, vous et moi, mais entre Brigitte, entre Nadera, entre David et je ne sais qui, Mamadou, il y a un point commun qui nous rassemble tous, c'est le pays dans lequel on vit, c'est la France. C'est cette citoyenneté qu'aujourd'hui il faut défendre. Tout à fait,
Mais on voudrait prouver à la majorité, enfin les politiques voudraient prouver à la majorité que c'est le contraire, que voilà, que seuls les Français, comme l'a dit Monsieur Fillon, les Français de souche, parce qu'il a bien prononcé ce mot, on doit citer. Non, parce que nous faisons partie de ce pays. Et vous disiez tout à l'heure que les musulmans étaient présents en France depuis 1830. Moi, j'avais entendu dans une émission, je ne pourrais pas vous dire laquelle, il a été retrouvé des tombes de musulmans au 7e siècle. Nadera, ça fait 14 siècles. Il faudrait que nos auditeurs également à France Maghreb l'écoutent. Ça fait 14 siècles. Depuis la bataille de Poitiers, il y a une présence musulmane en France. Et il va falloir également, puisque là, c'était ma dernière chronique la fois dernière que je suis venu, il va falloir également que les musulmans connaissent cette histoire, la transmettent également dans les mosquées. Ça fait 14 siècles. Oui, et nos politiques, déjà, il va falloir qu'on se le dise entre nous pour pouvoir le dire également à nos concitoyens. Et aux politiques, ça fait 14 siècles. Nous ne rentrons pas dans votre débat biaisé, qui est biaisé intellectuellement, historiquement et idéologiquement. Voilà Nadera, merci. Je voulais juste vous dire par rapport à ce que disait Malika. Oui. Moi j'ai écouté c'est vrai que j'écoute France Culture à 16h, je me mets sur France Maghreb. Oui. Mais l'effet dont elle parlait, il y a eu une émission justement la semaine dernière sur la géopolitique et elle traitait justement des accords. Je ne me souviens plus du nom, vous l'aviez prononcé tout à l'heure. Et vous pouvez l'écouter en podcast et ça retrace exactement ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la situation géostratégique du Moyen-Orient. Merci Nadera. En tout cas, j'espère qu'ils vous feront un bon chèque France Culture. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Au revoir. Merci de votre appel. 01 40 33 9000. Ils sont formidables nos auditeurs, mon cher ami Jamel. Ah oui. Alors. Le président François Hollande, on en parlait il y a quelques instants, et sa nouvelle épine dans le pied, épine qui s'est peut-être lui-même plantée avec ses confessions, notamment aux journalistes du Monde, dans le livre Un président ne devrait pas dire ça. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour compromission de la défense nationale après la fuite dans cet ouvrage d'un document confidentiel défense sur un projet de frappe en Syrie en 2013. Le parquet cherche à déterminer le degré d'atteinte porté au secret de la défense nationale. Ça, c'est du lourd quand même, Jamel, non ? Bien sûr, c'est du lourd et c'est véritablement un abaissement de la fonction, en tout cas du prestige que l'on a de la fonction présidentielle, alors que voilà, il y a des grands défis. Des grands défis à relever dans la société française, de très grands. Finalement, on passe son temps à faire des confidences à des journalistes sur des sujets aussi sensibles. Alors, je ne connais pas le fond de l'affaire, mais c'est vrai que si effectivement François Hollande a transmis des documents confidentiels à des journalistes pour les flatter et se les mettre de côté, là, ça en devient effectivement extrêmement dangereux, en tout cas irresponsable. Alors, on va faire un petit tour du côté du standard avant de passer à votre coup de cœur, mon cher ami Jamel. C'est Samir qui nous appelle du Val d'Oise. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir. Je voulais intervenir concernant votre invité sur l'implication politique de toute la communauté, enfin quand on dit communauté, que ce soit musulmane ou non, parce que s'il est urgent de commencer à faire des partis, de commencer à faire des listes et de s'investir complètement dans la voie politique, parce que ce qui se passe, et on l'a toujours vu, on est toujours en train de se justifier. Et pourquoi ils ont dit ça? Et pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait, tout simplement. Donc tant qu'on fait rien, on aura toujours donné le bâton pour nous taper dessus. Donc il y a des manifestations, il y a des associations, il y a de quoi faire. Maintenant, est-ce que on est prêt pour se représenter enfin et d'avancer à grands pas, ou de se cacher toujours des critiques, des interventions de différentes personnes sur laquelle ils font leur travail. Maintenant, sinon on est resté dans ce même contexte, on n'avancera jamais. Donc après, à chacun prendra sa responsabilité au niveau politique, c'est tout. Après, c'est une question de bon sens. Merci Samir pour votre réflexion. Et j'insiste et je répète, franchement, messieurs dames, ça vous coûte rien de créer un profil Facebook ou Twitter, d'aller aussi vous faire entendre, d'envoyer des courriers lorsque vous êtes offusqué au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Facebook, vous pouvez, on va prêcher notre paroisse entre guillemets. Vous pouvez aller évidemment cliquer sur aimer la page France Maghreb 2.
on vous met toute une série de liens partagés, de vidéos, d'articles. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter F Maghreb 2 et le hashtag LGF aussi sur Twitter. N'hésitez pas aussi à l'utiliser. Voilà, il faut savoir utiliser les bons outils qui sont aujourd'hui essentiels, je crois, en tout cas pour une communication. Allez, mon cher Jamel, est-ce que tu es prêt pour nous livrer ton coup de cœur? Oui. Allez. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, le coup de cœur de Jamel El Amri qui est avec nous aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un projet donc qui va nous changer un petit peu du climat actuel. On va quitter un peu la France pendant quelques minutes. Donc, pour un projet qui est mené à Berlin, qui s'intitule House of One, donc la maison de l'unique, donc dans lequel synagogue, église et mosquée sont sous un même toit. Donc c'est un projet qui est situé en plein centre de Berlin, donc un projet architectural complètement innovant où on fait se rencontrer juifs, musulmans, chrétiens, mais aussi habitants du quartier, quelles que soient leurs convictions. Donc c'est une maison de prière et d'enseignement pour tous. Donc au cœur de Berlin, donc sur l'emplacement d'une église gothique du XIIIe siècle. À l'intérieur de ce projet-là, de ce site, il y a donc plusieurs organisations porteuses du projet. Donc l'église évangélique de Saint-Pierre et de Sainte-Marie, l'église protestante de Berlin-Centre, la communauté juive de Berlin et l'Abraham Geiger College, un établissement d'enseignement supérieur juif, et le Forum pour le dialogue interculturel pour les musulmans. Donc, ce n'est pas un lieu œcuménique, dans le sens où on prierait ensemble. C'est 3 espaces religieux distincts, mais reliés par un espace commun central, permettant ainsi de rendre possible des rencontres et des événements interreligieux. Donc, les organisateurs nous disent que ce sera une maison de justice, de paix et de réconciliation. Donc, et d'ailleurs, même le plus grand espace qui regroupe les 3 espaces religieux, peut regrouper jusqu'à 300 personnes. L'objectif, effectivement, pour les croyants, c'est que dès qu'ils quittent leur espace spécifique où le musulman, le juif ou le chrétien font leur prière selon le rite religieux, peuvent se réunir sur un pied d'égalité dans un espace neutre. En haut, il y a une terrasse neutre et c'est placé dans un quartier où à la fois c'est entre l'île au musée de Berlin, donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et en même temps des logements sociaux. Donc c'est effectivement ouvert à tous. C'est un chantier qui est estimé à 43,5 millions d'euros, donc une coquette somme. Ils ont déjà réussi à collecter un quart de la somme, notamment à travers un financement participatif et en même temps un investissement de la part des pouvoirs publics à hauteur de environ 3,5 millions d'euros. Et c'est vrai qu'on est un petit peu envieux quand on voit effectivement que dans la ville dans laquelle nous sommes à Paris, il y a eu un désengagement de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à l'égard du 2e bâtiment à construire dans l'Institut des cultures d'islam. Et figurez-vous que les porteurs du projet à Berlin, donc le cabinet Kunz Malvesi, avait d'ailleurs concouru pour l'appel à projet urbain Réinventer Paris en proposant une maison du vivre ensemble à Paris. Oui, une maison du vivre ensemble à Paris. Ouais. Là, pour Paris, pas question malheureusement, pour Paris, pour Madame le maire, pour Paris, pas question de proposer en un même endroit des lieux de culte et un espace central laïque à l'instar de House of One. Dommage, parce que ce bâtiment unique aurait pu être un espace de rencontre autour des religions, des convictions. Ce cabinet allemand avait même proposé finalement un musée de la laïcité et une médiathèque, dans le but de promouvoir des événements communs autour de confessions et le dialogue interreligieux. Ils nous disent que la religion est parfois prise en otage par des extrémistes, alors que la majorité des croyants suivent leur religion dans la paix. House of One est le symbole d'un espoir. Merci Jamel, tu nous as fait l'espace de quelques minutes rêver. Hein. Merci. On s'est pris comme ça, cette magnifique idée. Ça fait du bien, Christophe. Ça fait du bien. Et après ça, on peut mettre que la pub, forcément. Dans un instant, tiens, on va se faire le j'aime ou j'aime pas. Bien sûr, puis tiens, s'il y a un auditeur qui veut faire le j'aime ou j'aime pas avec nous, qui nous appelle maintenant 01 40 33 9000, je prendrai le premier. Et merci d'être avec nous pour les quelques dernières minutes, mon cher ami Jamel El Amri qui est avec nous aujourd'hui. Et il est doctorant en histoire et président de l'AFPI, qui est l'Académie française de la pensée islamique. C'est parti pour le j'aime ou j'aime pas.
Le j'aime ou j'aime pas, justement, un peu sur le principe des réseaux sociaux, ce que l'on vous conseille d'ailleurs de rejoindre vite Facebook, Twitter, et avec nous pour le faire, avec toi Jamel. Youssef, salut Youssef. Salut Christophe, salut Jamel. Salut Youssef. Youssef qui nous appelle d'où Youssef? Ici en Brie. Je suis en Brie, très bien. Allez, c'est parti. Donc, messieurs, je vous donne des petites informations en tout genre. Et vous donnez donc si vous aimez, si vous n'aimez pas, ou alors vous pouvez dire je m'en fous aussi. Hein. Alors, selon le président turc Erdogan, les terroristes en Syrie et en Irak se servent des armes de l'OTAN. J'aime pas, ou je m'en fous. Allez, Jamel. Je m'en fous. Très bien. Des présidents turcs, on s'en fout. Ou des déclarations. Non, c'est... D'accord. Youssef? Pareil, la déclaration aussi, je m'en fous un peu. Très bien. Le footballeur du Paris Saint-Germain qui doit jouer demain d'ailleurs face à Arsenal, empêché d'entrer en Angleterre, il a été embêté à la douane, donc il ne pourra pas jouer le match de demain soir. J'aime pas ou je m'en fous? J'aime pas, et je lui conseille d'aller au Barça et de remplacer Daniel Alves. Là, il aurait toute sa place avec Lionel Messi et il s'éclaterait. Très bon joueur d'ailleurs. Youssef. Tu parles de quel joueur là? Serge Aurier. Ah oui, franchement, ça m'est égal aussi. Ouais. D'accord. Alors vous êtes au courant que il y a quelque temps, il y a à la Knesset en Israël, eh bien, on s'agace un peu visiblement des bruits que peuvent faire retentir les appels à la prière. Du coup, il y a eu quelques appels à la prière qui ont été interdits. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Les Palestiniens, avec l'aide des catholiques, se servent des églises, pour faire les appels à la prière. J'aime pas, ou je m'en fous? Ah, j'aime. Youssef? Ah, pareil, j'aime bien aussi. Ouais. Bon, très bien. Sinon, j'ai quoi encore dans les j'aime ou j'aime pas? Ah oui, alors ça c'est très important. Selon des sources israéliennes, des avions de chasse israéliens eh bien, ont mené plusieurs exercices avec l'aviation française en Corse, encore cette semaine. J'aime pas ou je m'en fous? J'aime pas. Ouais, moi j'aime pas non plus. Ouais. T'aimes pas non plus? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, Manuel Valls qui a annoncé ce week-end, un petit peu d'ailleurs dans l'isolement, qui pourrait se lancer au combat et partir au combat justement de la présidentielle si toutefois le président François Hollande n'y allait pas. J'aime pas ou on s'en fout de Manu? Ah là, monsieur 5% qui tout d'un coup... Ouais, c'est ça. Se verrait bien être en haut de l'affiche. Belle carrière. Après monsieur 5% qui arrive à être Premier ministre et maintenant qui a même des ambitions de vouloir se présenter. Rien les arrête, hein. Ça fait peur. J'aime pas pour la République. D'accord. Youssef? Je dirais même je déteste. Tu détestes. Bon, très bien. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, une petite info télé là, ça vous dit? C'est Laurent Baffy qui a fait un doigt d'honneur sur France 2 dans l'émission de Ruquier à son patron de Canal+, C8 que Bolloré, que tout le monde connaît. Et il a présenté ses excuses, mais des excuses à la Baffy. J'aime pas ou je m'en fous? Alors j'ai pas vu, mais je pense que c'est j'aime dans le sens où c'est le rôle de Baffy aussi de transgresser, de transgresser. Et ça fait du bien que Baffy puisse le faire. Mon cher ami Youssef. Ouais, je suis à peu près d'accord avec Jamel aussi. Ouais. Bon, très bien. Dis donc, t'es pas très Youssef là. Tu vas un peu dans la vie de Jamel tout le temps là. Non. Il y a des fois où j'étais, il y a un moment donné, je crois que j'étais pas d'accord avec lui, non? Allez, une petite info foot pour terminer. Jean-Michel Aulas qui finalement, au vu des résultats de son équipe en Ligue des Champions, se contente très bien de l'Europa League, de la petite Coupe d'Europe finalement. Est-ce que on aime ou on n'aime pas les ambitions de Jean-Michel Aulas? J'aime pas parce que déjà il faut être ambitieux, il faut viser la Champions League et puis se contenter de l'Europa League quand on voit le niveau. Et j'ai même envie de dire que l'année dernière, je me suis beaucoup plus éclaté à regarder l'Europa League que la Champions League. C'est vrai qu'il y avait du niveau. En termes de jeu, franchement, c'est beaucoup plus agréable. Quand on regarde Liverpool contre Dortmund, on aurait aimé avoir ça en Champions League. Youssef, pour finir. Non, moi j'aime bien parce que bon, il a la tête sur les épaules. Cette année, Lyon, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Donc, il sait très bien que le niveau Ligue des Champions, pour Lyon cette année, c'est pas ça, quoi. Merci Youssef d'avoir joué avec nous. Le j'aime ou j'aime pas. À très vite.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Salut Youssef, à bientôt du côté de Sucy-en-Brie. Merci à tous de votre écoute. Merci à toi Jamel. Merci à toi Christophe. Et tu reviens vite hein. Et à tous les auditeurs. Et en tout tu cas, reviens vite hein. Bien sûr. Bon. Et ceux qui ont pris ceux qui ont appelé, parce qu'effectivement il y avait des prises de parole et de position extrêmement pertinentes. Jamel El-Amri, je rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions du Grand Forum hein, sur la chaîne YouTube France Maghreb 2 tous les soirs. Je reviendrai pour le livre Christophe bien sur sûr, Malek Benabi. T'as pas besoin de livre pour venir, tu fais partie de l'équipe maintenant mon ami. Bien sûr. Voilà, donc n'hésite pas, tu pourras même le faire en coup de cœur, tiens. Bien sûr, il va arriver prochainement là. À très vite Jamel, merci à tous. Bientôt, dans un instant, on va relayer les principaux événements de ce 22 novembre avec l'ami Amar dans l'éphéméride, la télé, le sport, on va en parler avec Ralph Bécheny. Bienvenue à tous, il est 18h. Le rappel de l'actualité de ce mardi soir, merci d'être à l'écoute de votre radio, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous. Bonsoir Marine.